Dans le micro, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, ça va bien? Ouais, excellent. Je m'appelle Francis Gosselin, je suis directeur des contenus de Creative Mornings Montréal et c'est un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui pour la 25e édition. C'est comme un quart de siècle, mais en mois. Donc 25, hey, all right. Ce mois-ci, on a eu la chance d'avoir un artiste, en fait, qui nous suit depuis quelques mois, Stefano Di Lolo, qui se cache lui aussi à quelque part. Stefano qui est juste là, qui nous a fait une reproduction de différents membres de la communauté Creative Mornings sous forme de robots. Donc, j'ai un bras micro, c'est quand même pas pire, de la suite dans les idées. Et vous avez Geneviève, la ninja, bon, Louis-Félix, il y a sa face là, qui est coupée en deux, mais qui est là. Il y a même Philomène, quand même, j'étais impressionné. Merci énormément, Stefano, c'est super de nous faire des dons artistiques comme ça. On peut l'applaudir, mesdames et messieurs. Je vais certainement la faire imprimer en haute définition puis la sortir, l'afficher à quelque part. Donc, merci pour ça. Et puis, évidemment, on a ce matin un conférencier. Vous n'êtes pas venu pour m'écouter dire des niaiseries. Donc, ce matin, on a un conférencier extraordinaire. C'est pas notre habitude. C'est la deuxième fois, je pense, en 25 éditions, qu'on a des universitaires. Qui est un universitaire ici? Oh, palais. Bon, OK. Ben écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Sans blague, François Michaud, c'est le directeur du 3IT, qui est un laboratoire, un espace, un univers, en fait, de recherche. Il est professeur à l'Université de Sherbrooke. De 2001 à 2011, il a été titulaire de la chaire de recherche en robotique de l'Université de Sherbrooke. C'est une sommité internationale en robotique. Il est d'ici, il est québécois, il est jeune, il est beau, il est bon. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir François Michaud. Merci beaucoup. Mon Dieu, je ne m'étais jamais vu comme ça, moi. Merci. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour parler de robotique, quelque chose qui m'anime depuis 20 ans. Le but, là, c'est de vous faire connaître un peu l'évolution de la robotique, ce qui se cache un peu dans nos laboratoires, puis qu'est-ce qu'on peut en faire. C'est l'objectif de la présentation. La frontière, on va parler des frontières entre la fiction et la réalité. Fait que, essayez de penser, vous avez tous déjà vu des robots dans les films de science-fiction, mais on n'est pas si loin, on n'est pas encore rendu, mais on n'est pas si loin. C'est un peu l'objectif de la présentation. Partons du début, les robots industriels. C'est à ça qu'on pense quand on pense robots. Les robots qui sont dans les lignes d'automatisation, production ici de véhicules. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il n'y a pas d'humain dans ça. Ces lignes de robots-là peuvent fonctionner dans la mesure où ils savent exactement où se trouvent les pièces. Puis on ne veut pas avoir d'humain là parce qu'ils manipulent quand même des choses qui sont très pesantes. Et si un humain se trouve dans le champ d'action du robot, bien, il peut avoir une soudure ou deux qui se pose à des endroits où ce n'est pas tellement agréable. Donc, on veut éviter ça, mais c'est des cellules robotisées. On voit c'est entouré de verre ou de grillage. Ça, c'est ce qu'on appelle la robotique industrielle, celle qui a fait en sorte qu'on maintenant, on a des automobiles avancées puis qu'on est capable de produire à très grand débit avec une précision qui est inégalée, dans le fond. La même genre ces robots-là, c'est des gros robots manipulateurs. Puis, quand on contrôle l'environnement, on peut créer des choses complètement flyées, complètement pétées. Ce qu'on voit ici, ce que vous allez voir un petit peu plus tard, c'est que des écrans sont portés par des bras robotisés. Et puis, il y a une sorte de chorégraphie qui s'est faite à travers ça, où là, la personne fait comme si elle déplaçait un écran. Et puis, l'écran affiche différentes images en fonction de ces interactions-là. Ça crée des choses spectaculaires. Ce n'est pas, dans ce cas-là, la personne qui déplace vraiment l'écran. C'est un gros robot manipulateur comme il y a dans les lignes de production. Ils sont programmés, ils savent exactement quoi faire, mais on peut créer des effets qui sont très intéressants, très spectaculaires. Encore là, le robot, il reste une machine qu'on contrôle totalement. On n'a pas d'autonomie vraiment là-dedans. On a une capacité de déplacer des choses,
la personne suit la chorégraphie et puis on affiche différentes images en fonction de ça. La même capacité de manipulation se transfère tranquillement vers les milieux réels, comme ici le robot Da Vinci. Ce que je vous montre, là, les premières vidéos, c'est des robots qui sont faits, là, qui sont commerciaux ou dans d'autres projets de recherche. Ici, ce robot-là, c'est un robot qui permet à un chirurgien d'intervenir à distance, pas nécessairement très loin, mais de façon très précise, d'avoir une vue de la zone à opérer. Et puis, il peut avoir de cette façon-là plus que 2 mains. Là. Il peut avoir le nombre de mains qu'il a besoin pour faire des interventions chirurgicales. C'est un robot qui coûte à peu près $1 million, qui est utilisé dans des interventions. Puis la problématique, c'est de faire en sorte que ce qui est manipulé par le robot, la sensation, soit transmis au chirurgien qui est, lui, dans son sorte de station, qui téléopère le robot, puis qui doit substituer le fait de toucher avec ses doigts à travers une plateforme robotisée. Fait qu'ils ont développé toute une belle interface sophistiquée pour arriver à faire des manipulations sur des tissus mous. Donc, on est un peu plus loin là, que les véhicules puis les soudures sur des pièces rigides, mais on est capable de faire ça maintenant. C'est des robots qui sont utilisés en pratique. L'extension de ça, là, on a parlé de téléopération d'une certaine façon. La personne humaine se substitue à travers la machine pour faire des interventions. C'est des robots manipulateurs qu'on a montrés. Là, si on veut aller plus loin, il faut y donner une mobilité. Mobilité veut dire se déplacer. Les robots qu'on envoie sur Mars, c'est ça qu'on offre comme capacité supplémentaire. La capacité d'être ailleurs, à distance, avec des opérateurs qui vont donner des consignes aux robots. Dans ce cas-ci, il faut faire un petit peu plus, il faut donner un peu d'autonomie parce qu'il y a quand même 15 minutes de délai entre la transmission et la réception des commandes. Mais tout se fait de façon très tranquillement. Puis vous remarquez qu'encore ici, l'environnement n'est pas très complexe, dans le sens que, en principe, même si ça a été montré dans le film Transformers, là, que les Transformers étaient sur la planète Mars, mais c'est pas vrai, là, il n'y a pas de martiens, ça ne bouge pas, ils sont capables de prendre des images, de planifier la trajectoire, puis là, ils vont donner des consignes au robot pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire. Donc, extension de l'humain, de ses sens, de ses capacités d'action, maintenant avec les capacités de mobilité. Ça peut aussi s'appliquer en agriculture. Le robot Bunny Rob, donc, qui est utilisé, qui est montré présentement, c'est un robot pour le traitement des semences, aller trouver, par exemple, des mauvaises herbes, mettre de l'insecticide dans les endroits où il y en a de besoin. Un robot qui est semi-autonome, on va dire, avec des capacités quand même contrôlées par un humain, mais qui permet de se déplacer dans un environnement, dans des conditions qui sont un peu plus évoluées que la planète Mars, parce que là, on parle de plantes qui poussent, on parle de vent, il peut y avoir différents insectes et autres, mais quand même dans un environnement contrôlé. Un petit peu moins qu'avant, mais toujours contrôlé. Extension de ça, encore une fois, c'est maintenant disponible. Pour 2 000 $, vous pouvez avoir votre Skype on Wheels. Donc, vous êtes à l'écran et vous contrôlez une plateforme qui vous permet de vous déplacer dans un bureau. Vous êtes à la maison, chez vous, et vous pouvez être partout dans le monde. Vous avez les robots qui sont branchés. Vous pouvez faire des réunions impromptues. Ça vous fait rire, mais c'est commercial. C'est vrai, c'est 2 000 $. Vous pouvez même faire des rencontres un et l'autre, là. Leur magasin, je crois que c'est à San Francisco, il n'y a pas de vendeurs physiques. Les vendeurs, ils sont à travers leur plateforme à distance. Donc, commercialement, c'est disponible. Puis l'idée, c'est vraiment d'en faire un système qui permet d'être à distance ailleurs. Tout nouveau système lancé par la compagnie Acecibo, c'est un robot de table qui se veut être un compagnon. Une campagne Kickstarter qui a eu lieu, je crois qu'il y a 1 an. Les robots sont maintenant capables, quand on parle de la vraie vie, là, être capables de voir, reconnaître des personnes, traiter l'audio, la voix,
prendre des photos, générer. C'est aussi le même principe qu'un iPad, mais avec une capacité motrice pour générer des interactions. Là, on voit Jibo en train de regarder la dame faire sa recette, puis peut-être commenter la recette pour dire ton prochain ingrédient, c'est telle et telle chose. C'est un compagnon. Typiquement, c'est conçu pour ça. On va en faire un compagnon de jeu. Il n'y a plus grand limite là, à ce qu'on pense présentement. Mais on arrive à des environnements qui sont très non contrôlés. Là. On ne peut pas prévoir comment ça va se passer une interaction avec une personne. Comment donner l'intelligence à cette machine-là pour faire face à toute cette diversité-là, c'est le défi. Un autre robot, là, on se dit, c'est juste quelque chose qui est mis sur la table. Il y a maintenant des robots humanoïdes qui commencent à avoir des capacités très intéressantes de fluidité de mouvement. Ça, c'est le robot Pepper d'Aldebaran Robotique qui vient d'être lancé. C'est un robot qui est capable de danser. On voit que les mouvements des bras, c'est fluide. Ce n'est pas le gros robot industriel avec ses 3 joints ou ses 6 joints. Ça reste un robot fragile pour l'instant, mais c'est pour montrer que ça, c'est notre science-fiction du présent. C'est là qu'on est rendu en termes de capacité de générer des mouvements. Là. Si on va un petit peu plus loin, les robots qu'on voyait au début au niveau de l'industrie, c'est des robots, comme je disais, il n'y avait personne dans les cellules. Si on veut qu'il y ait des gens dans les cellules robotisées, il faut que le robot soit capable de détecter quand il y a un contact avec quelque chose puis d'arrêter de forcer. Il faut que le robot soit aussi capable d'être programmé juste par le toucher. On prend le bras, on lui donne la consigne. Au lieu d'avoir un programmeur robotique là, surspécialisé qui doit être capable de faire la programmation très précise du robot, ici, c'est avec un bouton rotatif en plus, puis une sorte de visage à l'écran là, pour donner l'état du robot, qui permet de faire ces choses-là. Puis s'il y a contact, le robot est capable de le détecter et puis continue son chemin. Donc, on arrive là à une vraie coopération humain-robot. On est rendu là. Donc, c'est intéressant pour autant pour les cellules que pour les cellules robotisées que pour les applications dans des lignes de production automatisées flexibles. Ici, je montre un exemple de cinéma. On montre comment on le fait avec des rails. Ensuite, on montre qu'il est maintenant possible d'avoir des montages pour faire de la prise de vue sur des plateformes robotisées. Ici, c'est contrôlé par l'humain, mais on pourrait avoir des systèmes de repérage laser, de traitement d'image pour positionner la caméra par rapport à la scène à filmer. O3IT, l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique à l'Université de Sherbrooke, on est équipé pour faire des robots on a tout l'équipement de cinématographie 3D pour pouvoir faire du montage robotisé de films, typiquement. Ça, c'était pour montrer, il n'y a pas vraiment de limite. Le robot, il peut être fait en fonction de l'application. Donc, il y a des robots humanoïdes qu'on peut penser, mais ça, c'est juste un volet. L'évolution, là, on va commencer à parler d'un peu plus ce qui a fait en sorte que nous autres, à Sherbrooke, on s'est concentré sur la robotique. Fait qu'un peu comme l'être humain a évolué pour devenir un super programmeur, nos robots ont aussi évolué à travers le temps. Le laboratoire qu'on a à Sherbrooke, on fait nos robots de A à Z, donc structure mécanique, électrique, info. On travaille autant sur l'intelligence de ces machines-là pour les rendre autonomes que sur leur structure physique ou même leurs actionneurs. Oh, la présentation, c'est clos. Le défi, c'est un casse-tête. Un robot, c'est vraiment un paquet de morceaux qu'on doit mettre ensemble, que ce soit des senseurs, le contrôle, la mécanique, les actionneurs. Chaque laboratoire a une spécialité ou des spécialités dans ces blocs de casse-tête-là. Puis souvent, ce qui est l'élément clé, c'est l'intégration. Parce qu'un robot va fonctionner seulement si ces éléments-là arrivent à travailler ensemble. Un des défis du laboratoire, c'est pas juste de se concentrer sur les morceaux, mais aussi de se concentrer sur l'intégration. Puis ça, on le voit beaucoup au niveau de l'application. Si je l'illustre un peu, là, c'est dommage qu'il y ait les écrans comme ça, mais un robot doit être capable, a des senseurs pour percevoir son environnement, va venir agir dans cet environnement-là. Et puis, ce qu'on essaye de faire, c'est, oui, on le voit bien ici en haut,
c'est la matière grise ou la boîte grise. Qu'est-ce qu'on met dans cette fameuse boîte-là pour arriver à faire que ces structures métalliques-là puissent faire quelque chose d'utile? Je vais vous parler de différentes applications qu'on fait au laboratoire. Un robot, ça peut prendre différentes formes. C'est un robot sphérique, un robot qui permet de se déplacer, qui permet de générer de la voix, générer de la musique, générer de la lumière. On l'utilise comme outil d'interaction, pour développer les interactions, les compétences, les capacités d'interaction sociale des enfants autistes. Un robot comme ça a l'avantage de ne pas pouvoir être renversé. Un robot à roues, un petit robot jouet, pourrait être bien intéressant, mais ça ne sera pas long qu'il va être renversé. Un robot boule, ben, c'est un robot boule, donc il roule. Puis, alentour dans des aires de jeu, c'est souvent très encombré de jouets. Fait qu'un robot à roues serait toujours pris à essayer d'éviter ces choses-là, tandis qu'un robot boule, très simple à utiliser, il va aller dans la direction du chemin le plus libre. Puis c'est aussi quelque chose que, on voit un enfant, en fait c'est mon garçon, celui en jaune, il y a 10 mois, là, on ne peut pas lui donner un manuel d'instruction. Voici comment tu dois interagir avec le robot. Là. Donc, ça se fait naturellement. C'est un incitatif facile pour qu'il puisse comprendre. Fait qu'on utilise le robot en pédopsychiatrie au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke pour voir comment on peut l'utiliser comme outil thérapeutique et pédagogique. On a fait plein de choses aussi au laboratoire sur la locomotion, un robot à chenilles pour la surveillance pour la défense canadienne, un autre robot à droite qui est un robot à roues orientables. Pour stationner parallèle, ça serait idéal parce qu'on a juste à tourner les roues et puis repartir. C'est sur cette plateforme-là qu'on a conçu d'autres robots. On va en parler un petit peu plus loin, mais bref, il n'y a pas vraiment encore de limite sur qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la locomotion d'un robot. On s'en sert la même plateforme pour présentement valider un concept de fauteuil roulant omnidirectionnel. Donc, un fauteuil roulant qui peut se déplacer latéralement sans avoir à changer l'orientation de la chaise, du fauteuil. Ce qui peut être très pratique, justement, quand on arrive devant un ascenseur, au lieu de se prendre une trajectoire pour arriver vis-à-vis les boutons poussoirs, on a juste à se réajuster aux besoins, ou même quand on navigue alentour d'un comptoir. Nous autres, au laboratoire, on fait le robot. Pour l'évaluer, par contre, on travaille avec des collaborateurs du CIRIS, c'est à Laval, un centre de recherche en réadaptation, qui, eux autres, prennent le fauteuil puis l'évaluent selon un protocole rigoureux, parce que moi, je ne suis pas un expert dans ce domaine-là, je ne suis pas un expert non plus en autisme, fait qu'on travaille nécessairement en équipe. Autre élément important, un robot qui se déplace dans la vraie vie, il faut qu'il soit capable de savoir où il se trouve par rapport à la pièce. Donc, on a développé des algorithmes, dont celui-là, qui permet, avec une Kinect, de cartographier un environnement. Là, on voit le robot, il se déplace là, dans une salle, dans un hôtel, vient cartographier, puis créer un modèle 3D live de l'environnement qui va pouvoir ensuite utiliser pour se positionner lui-même puis savoir que bien, si on étiquette le corridor X comme étant l'endroit pour aller, je ne sais pas moi, vers l'enregistrement, bien, qu'il soit capable de le retrouver lui-même et de se diriger dans cette direction-là s'il y a besoin. On est maintenant capable de faire ces choses-là avec des capteurs. Quand on parle d'un Kinect, une Kinect, on parle de 150-200 $. Donc, c'est accessible là, comme technologie. Autre chose, on voudrait que nos robots soient plus que des grosses structures métalliques. Quand on fait un robot classique, on essaye de le pousser, puis il n'y aura rien, il n'y a rien qui va se passer. Ici, on a développé des actionneurs, un peu comme le robot Baxter que j'ai montré tantôt. On est capable de percevoir quand quelqu'un pousse le robot, quand il veut justement lever les bras, le guider. Quand on veut qu'il transporte un objet, il va compenser la gravité. C'est toutes des choses qui se font en laboratoire puis qui sont précurseurs de ce qui se fait maintenant au niveau commercial. Le Baxter montre que la technologie est mature pour une commercialisation, mais avant ça, il y a eu toutes ces recherches-là qui sont faites dans les laboratoires puis qui continuent de se faire, qui permettent de valider puis démontrer des concepts. On a on a un visage sur ce robot-là. Il est plutôt nu pour la zone du bas, puis il y a un visage. On a
on a programmé le robot pour qu'il y ait une liberté d'action dans la zone qui est la sphère, mais qu'il y ait une haute résistance dans l'autre région. Puis quand on va dans l'autre région, bien là, on ne voit pas son visage, là, mais en haut, il montre avec ses expressions faciales que l'usager ne l'opère pas de la bonne façon. Mais c'est en montrant ça à des gens en réadaptation que ça nous a mené à faire un projet pour eux autres, pour faire un exerciceur pour les gens qui sont victimes d'AVC. Ensuite, en réadaptation, c'est un exerciceur où ils prennent une manette puis qu'on va contraindre les trajectoires possibles, mesurer les forces, puis faire en sorte que le programme d'entraînement soit adapté à la personne. Donc, ça, c'est notre plateforme d'intégration, mais ces morceaux-là de nos robots, ils peuvent servir dans d'autres sphères. C'est ça l'objectif, on veut que ça serve. L'audition artificielle, il ne fallait pas l'oublier. Là, ce que vous voyez, c'est que le robot, avec son système de 8 oreilles, il y a 8 microphones, est capable de localiser les sons alentour de lui. Puis là, nécessairement, change la position de son visage en fonction de la personne qui parle. Capable de les séparer aussi quand plusieurs personnes parlent, juste entendre les sons qui sont intéressants. Puis on a développé tout le système de reconnaissance de parole, reconnaissance de locuteur, reconnaissance d'émotion dans la voix qui va avec, parce que si on veut qu'un robot interagisse de manière naturelle avec les personnes, il faut être capable de faire ces choses-là. La téléopération, rapidement, la capacité de téléopérer un robot qui est capable de percevoir les forces à l'intérieur de ses bras. Bien, comment qu'on fait pour représenter les forces que le robot perçoit à travers ses bras, à travers un ordinateur? Fait que là, on travaille sur des façons d'afficher ça. Ici, on voit les forces en vert. Les bras changent de couleur et de grosseur en fonction des forces qui sont appliquées. Même chose au niveau de l'audition. Quand on entend un bruit, bien, il va y avoir une forme qui va apparaître alentour du haut-parleur. C'était une petite expérience pour montrer que si on se sert du robot pour la téléopération puis qu'on fait plus que juste de la navigation, il faut trouver des façons de comment représenter l'information de façon cohérente sur une interface opérateur. Fait que ça, c'est toute la problématique d'augmenter ça. Ici, en jaune, c'est le laser. Fait qu'on a beaucoup d'informations qu'on veut centraliser sur une seule image au lieu d'avoir plusieurs fenêtres là, pour le son, pour la navigation, pour les forces. Toutes ces choses-là, on veut que ça serve. Par exemple, une des choses qu'on a fait pour la téléformation, c'est de mettre des caméras sur des bras robotisés, des caméras de vidéoconférence, sur des bras qui sont placés au-dessus d'un lit dans une salle d'urgence ou une salle de formation, afin de permettre à des médecins à distance de coacher ou d'assister un autre médecin en région, par exemple. Puis, pour ça, souvent, ce qu'ils font, là, c'est qu'ils appellent. Mais là, ils décrivent le cas au téléphone. L'autre, le médecin à distance n'est pas capable de voir. Avec un système comme ça, il est en mesure de voir tout ce qui se passe, tout ce qui est fait, puis d'interagir avec le médecin pour lui donner des consignes, des conseils. Fait que l'interface opérateur, la capacité de mouvement, c'est toutes des choses qu'on développe au laboratoire. Dans ce cas-ci, c'est avec une entreprise qui s'appelle Vigilant Télésystèmes. On le fait aussi pour des systèmes de téléréadaptation à domicile, où là, avec une caméra pan-tilt zoom, là, les caméras qu'on peut contrôler, positionnement, zoom, et même une caméra qu'on peut prendre dans nos mains à batterie, on instrumente, dans le fond, de façon simple, le domicile pour faire en sorte qu'un clinicien puisse faire des sessions à distance avec des patients. Un gros projet présentement qui implique le Centre de recherche sur le vieillissement et nécessairement aussi l'entreprise Vigilant. Donc, est-ce que je suis bien dans le temps, là? Oui, les gens sont plus tranquilles, là. Il va falloir qu'on se secoue ça un peu. On veut que ça serve, on veut que ça puisse répondre à des besoins concrets de la société. La santé, c'est un domaine où on peut intervenir beaucoup. Avec l'augmentation de la population âgée, la surcharge des milieux hospitaliers, c'est un peu ça qu'on représente dans le dessin ici, les pressions budgétaires, la pénurie de main-d'œuvre. Il faut arriver, malgré ça, à soigner mieux, plus rapidement, à moindre coût, un plus grand nombre de personnes. Puis ça se fait avec des jeunes, des gens qui vont en techno. Puis, on a une difficulté présentement dans notre société américaine, nord-américaine, d'intéresser nos jeunes aux sciences et aux technologies. En fait, contrer le décrochage, au Québec, on est bon à
avec ça, là, on ne dit pas quelque chose qu'on devrait se vanter. Comment qu'on peut faire pour faire en sorte que ces jeunes-là puissent trouver des carrières intéressantes, savoir qu'ils peuvent faire quelque chose dans ces disciplines-là pour, entre autres, venir trouver des solutions pour soigner mieux, plus rapidement et à moindre coût, un plus grand nombre de personnes. Il faut le prendre dans son ensemble, ça, parce que c'est bien beau d'avoir des laboratoires de recherche poussés en robotique. Si on n'a pas de jeunes qui vont dans ces disciplines-là, on travaille un peu dans le vide. Donc, ici, on va pouvoir partir la vidéo. Ici, je peux peut-être faire pause avant. On va vous parler un peu de FIRST, qui est une compétition robotique qui veut dire For Inspiration and Recognition of Science and Technology, favoriser et inspirer la reconnaissance des sciences et des technos. Je l'étudie dans le bon ordre, Gabriel. C'est une initiative qui est partie aux États-Unis puis qui est maintenant un peu partout en Amérique du Nord, qui a récemment 5, 6, non plus que ça, peut-être 8 ans, qu'on a démarré au Québec, justement avec Gabriel, entre autres, on a créé Robotique First Québec. Le but, c'est de créer un événement sportif en lien avec les sciences et les technos. Le robot, c'est un prétexte pour que les jeunes se mobilisent et travaillent avec des mentors du milieu, les héros qu'on ne voit pas en arrière de la conception de nos avions ou nos jeux vidéo, ou tous ces gens-là qu'on ne voit pas en arrière du produit, puis que les jeunes peuvent se dire, moi, je suis capable de faire ça moi aussi, au lieu de seulement valoriser les Michael Jordan ou les Mario Lemieux ou les Guy Lafleur. Moi, je témoigne de mon âge, là, mais j'essaie de vite, là, Carey Price. Bon. Non, mais c'est vrai, parce que notre société, on célèbre ça. On fait des happenings alentour de matchs sportifs. Fait que les jeunes, la proportion de jeunes qui vont arriver à atteindre ce niveau-là est très petite, vont investir énormément de temps, peuvent encore investir énormément de temps dans les sports, c'est pas ça qu'on dit, mais pourraient aussi investir du temps dans cette initiative-là pour les amener à avoir d'autres pistes de solutions dans leur choix de carrière. It's a life-changing competition. It's kids having fun, competing, working together to dream up, design, and build robots. It's just an exhilarating feeling. It's like I'm using power tools. They're having the hardest fun they'll ever have. And they're becoming our next generation of engineers and innovators. First, come out! For inspiration and recognition of science and technology, my teachers were some of the greatest influences on my life. By challenging and trusting me, these mentors got me to understand that I could do anything I put my mind to. FIRST mentors are changing kids' lives every day. Professional engineers, teachers, parents, teaming up with young people not just to build robots, but to build confidence and self-respect. I'm around people that I can get along with, that we talk computer lingo with. FIRST was founded by one of our greatest inventors, Dean Kamen. Dean saw that kids mostly look up to sports heroes and movie stars. So we said, if we've got a culture now that's obsessed with sports and entertainment, let's inspire these kids to be big thinkers the same way Shaquille O'Neal can inspire them to spend dozens of hours a week bouncing a ball. Our president agrees. Scientists and engineers ought to stand side by side with athletes and entertainers as role models. And here at the White House, we're going to lead by example. We're going to show young people how cool science can be. Go first! 250,000 kids aged 6 to 18 compete at all different levels. On parle d'à peu près 4000 jeunes au Québec maintenant, là, avec Robotic First Tech Québec. Challenge. Then at the high school level, the first robotics competition. The only difference between this sport and all the others is every kid on our teams can turn pro. There's a job out there for every one of these kids. Students who take part in FIRST are 50% more likely to go to college and twice as likely to major in science or engineering. I definitely know that I want to pursue engineering. Once they've tasted what the power of knowledge is, that it can be fun and rewarding, they won't go back. There is no doubt FIRST works. 10 or 15 or 20 years from today, some kid in those stands will have cured Alzheimer's or AIDS or cancer or built an engine that doesn't pollute. Look at these kids. They're the future. I
feel like I can go and do anything I want to do because of this program. Someone took the time to guide and inspire me. It changed my life. Take some time. Go to usfirst.org. On a la même chose. On ne mettra pas l'audio pour cette partie-là, mais Robotics First Québec s'est structuré justement pour pouvoir animer ça. L'événement annuel a lieu alentour du 19, 20, 21 mars au Stade Uniprix à chaque année. C'est spectaculaire. Je vous invite à venir voir, amener des amis, c'est ouvert à tout le monde. Mais ce qui est remarquable, c'est que dans chacune de ces équipes-là, il y a toujours des histoires marquantes de jeunes qui se découvrent, qui se dépassent, qui vont plus loin que ce qui aurait été s'il n'y avait pas eu ça. Puis c'est ça qu'il faut être capable de créer. Puis le rapprochement entre les jeunes et les héros technologiques, c'est pas nécessairement tout, en fait, la plupart ne sont pas roboticiens, mais possèdent un morceau du casse-tête que je parlais tantôt, qui, quand ils se mettent ensemble, arrivent à faire des choses qu'ils n'auraient jamais pu penser auparavant être capable de réaliser. Puis si le jeune est capable de comprendre qu'il est justement capable de faire ça, il n'y a pas de limite après aux réalisations qu'il va être capable d'accomplir. Sur ce, je crois que je suis dans les temps. Merci beaucoup pour votre attention.